Bonsoir, nous sommes le 4 octobre, c'est la première édition de votre émission Face à l'actu pour ce nouveau mois d'octobre. Et à l'occasion de cette édition, nous allons évidemment grandement parler de cette rentrée scolaire qui, vous le savez, intervient ce lundi 5 octobre 2020. 6 mois après les derniers pas dans leurs écoles, les élèves donc vont retrouver le chemin des classes. Au cours de cette édition, on va revenir grandement sur l'organisation de cette année scolaire, les mesures prises par le gouvernement en cette période Covid, mais également un certain nombre d'aspects sur des questions pédagogiques. L'invité de ce soir est certes enseignant, mais c'est davantage dans sa posture d'analyste des faits sociopolitiques qu'il va intervenir sur ce plateau ce soir. Docteur Ako John Ako, bonsoir. C'est du plaisir d'être avec vous et aussi une honneur de parler de cette rentrée académique 2020-2021. Merci infiniment d'être des nôtres. On va donc tout de suite commencer avec le premier reportage, le premier tableau qui va planter le décor pour nous dire exactement comment est organisée cette année scolaire. Le timing est donné, l'année scolaire 2020-2021 ira du 5 octobre 2020 au 6 août 2021. Le découpage habituel sera respecté, à savoir 3 trimestres et 2 interruptions de cours qui commencent le 23 décembre 2020 à 12h30 d'une part et le 26 mars 2021 à 15h30 d'autre part. Les examens et concours officiels se dérouleront du 31 mai au 30 juillet 2021 pour ceux organisés par le ministère de l'Éducation de base et du 24 mai au 6 août 2021 en ce qui concerne le ministère des Enseignements secondaires. Dans un arrêté conjoint des ministres de l'Éducation de base et des enseignements secondaires, on apprend que les activités d'apprentissage ou d'enseignement de cette année scolaire s'étaleront sur 36 semaines tout en respectant les célébrations d'un ensemble de journées nationales, mondiales et portes ouvertes. Dans ce document, on cite entre autres la Journée mondiale de l'enseignant le 5 octobre, la Journée nationale de l'orientation scolaire le 16 octobre, la Semaine de la jeunesse du 5 au 11 février 2021 et les Journées portes ouvertes du 11 au 12 mars 2021. Les vacances scolaires commenceront le 6 août pour les classes d'examen et le 25 juin 2021 pour les autres. Et la rentrée des élèves pour l'année 2021-2022 sera le 6 septembre 2021 à 7h30. Le gouvernement, dans un souci d'allègement de l'accès au manuel scolaire, a depuis lundi décidé d'apporter des manuels scolaires gratuits aux établissements publics. On l'a appris au cours d'une conférence de presse donnée par le ministre de l'Éducation de base et celui de l'enseignement secondaire. Suivez plutôt. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun que le gouvernement a conclu avec la Banque mondiale. L'objectif est d'accroître l'accessibilité et la disponibilité du manuel scolaire à l'école primaire publique. Ainsi, dès la rentrée scolaire 2020-2021, le gouvernement distribuera gratuitement dans 13 000 écoles primaires à travers les 10 régions des manuels scolaires pour la période allant du 30 septembre au 30 octobre 2020. Ces manuels sont un livre de français, un livre d'anglais et un livre de mathématiques pour tous les 2 sous-systèmes éducatifs. Cette opération de distribution permettra de passer d'un ratio moyen de possession du manuel scolaire d'aujourd'hui de 1 manuel pour 12 élèves à 1 manuel pour 2 élèves. Cette opération de grande envergure porte cette année sur près de 4 millions de manuels scolaires avoisinant un coût de 7,5 milliards de francs CFA. Cependant, les zones dites d'éducation prioritaire, à savoir la Damawa, l'Est, l'extrême nord et le nord, recevront 2 autres manuels supplémentaires pour les mêmes classes, un don subsidiaire du ministère de l'Éducation de base. Il s'agit des manuels de sciences et technologie et informatique, soit un total de 5 manuels scolaires pour les zones ZEP et 3 manuels scolaires pour le reste des régions du territoire national. Cette distribution va de pair avec la réforme curriculaire qui se traduit par des nouveaux manuels agréés
par le CNA-SMD au programme de la CIL du CP, classe 1 et classe 2 pour cette année scolaire. Aussi, pour appuyer spécifiquement les réfugiés et les communautés hôtes, des stocks supplémentaires de manuels scolaires seront disponibles dans les inspections d'arrondissement de l'éducation de base des zones concernées, afin de pallier à d'éventuels déficits dus à l'afflux des réfugiés. Après les classes du niveau 1, celles des niveaux 2 et 3 bénéficieront également de cette opération durant les prochaines rentrées scolaires. Vous avez donc dit une opération Olivier Bouziqueux qui concerne uniquement l'éducation de base. D'entrée de jeu, docteur Ako, cette rentrée scolaire, quelle appréhension, quelle lecture, 6 mois après le départ en congé, que dites-vous en cette veille de rentrée? Oui, nous sommes tous contents qu'on avait constaté depuis peut-être 7 mois, je peux dire 7 mois parce que les cours ont arrêté depuis le 17 mars 2020 et nous sommes le 10e mois de l'année. Donc ça peut nous dire à quelque part que les parents, les élèves, il y a un autre côté, les enseignants ou peut-être l'administration centrale de l'État, chacun à son niveau avait une devoir à faire. Je vois que dans un niveau, l'État était plutôt très proche de son calendrier, qui sont déclinés, que les cours, les reprend, la rentrée en classe sera le 5 octobre. Donc cette déclaration a été faite par les ministres concernés. Ça veut dire que l'éducation de base, l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire, aussi peut-être dans le ministère de la formation professionnelle. Mais maintenant, quand on regarde aussi à un niveau, à la pratique, si on passe à la phase pratique, qu'est-ce que devenir ces enfants qu'on a mis hors de l'école depuis presque 7 mois? J'espère que l'État aussi a constaté que certains, qu'on parle plus de victimes dans les zones de guerre, et on ne sait plus s'ils vont rentrer en salle. Quand on regarde aussi dans la région du Nord, du Grand Nord, on constate qu'il y a trop de filles qui sont pas à un niveau de l'autre. On a eu les associations qui sont allées au secours de cette petite ou jeunes filles qui sont laissées les classes depuis 7 mois, qui se tombent déjà enceintes. On demande déjà comment l'État va les aider, parce que normalement dans le système académique, et comme une règle de discipline, chaque enfant qui tombe enceinte pendant l'année scolaire, les deux garçons, si le garçon est quand même un étudiant ou un élève, tous sont tous délogés du campus. Mais maintenant, comme c'était une cas spécifique, en manière sociale, est-ce que ça sera la même sanction pour cette fille qui sont passées 7 mois à la maison, en regardant aussi certains aussi qui sont revenus, les garçons, plupart quand on voit les rues de Douala, ils sont revenus les vendeurs. Chaque jour, on voit les petites filles qui portent trop des choses en manière où certaines familles disent que c'est pour aider à lever ou faire un peu de petits commerces qui va les aider à la rentrée scolaire. Qu'est-ce que l'État a fait? Mais notre pays, comme j'ai souvent un souci, c'est que souvent on passe trop dans la théorie, trop dans la propagande, et en fait la pratique revient toujours loin de nous. Parce que tous les 2 ou 3 ministères concernés dans cette affaire, je constate que depuis là, ils rendent les visites dans les campus. Oui, le ministre de l'enseignement secondaire a aussi mis un petit règle recruter pas plus de 50 élèves par classe. Et on demande si les 50 élèves par classe seront partagés en 2 tranches, où ils vont toujours fréquenter dans la même salle. Parce qu'on a dit plus de 50 élèves par classe, il faut un système horaire de tranches. Donc on aura le système, ceux qui viennent en matinée et les autres vont revenir après-midi. Et qu'est-ce que revenir les conséquences dans la formation ou les établissements privés? Est-ce qu'ils auront suivi dans cette même règle? Quelles précautions? Est-ce qu'on a visité certaines écoles? Nous sommes à moins de peut-être 3 jours de l'ouverture de la nouvelle année académique. Est-ce que les Camerounais sont prêts à travailler dans cette condition? C'est vrai que les ministres ont précisé que cette mesure horaire va s'appliquer en fonction des besoins et de la demande des établissements scolaires. Ce que je dis, on sait que dans une ville comme Douala, il y a les établissements privés qui ont plus de peut-être 200 élèves par classe. Donc ils passent souvent de A, B, C jusqu'à D. Et ils sont souvent plus de 50
c'était même 70. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont encore recruter un effectif des enseignants qui seront, ou ce seront les mêmes enseignants. Même dans les lycées publics, on sait bien que les grands lycées à Douala ont aussi presque le même problème. Est-ce que l'État va aussi doubler l'effectif d'enseignants? S'il n'y a pas les enseignants, on sait déjà que peut-être l'année-ci sera mal perdue, ou peut-être si on attend à la OMS pour dire que peut-être le Cameroun a achevé un point nos Covid, et donc ça peut aussi rendre un peu une qualité au niveau de l'État. Et quand tu vois le débat du mois de mars, c'est qu'on faisait en masse pendant le Covid, ces derniers temps, on voit que même les Camerounais sont mais un peu plus tôt le laxisme. Et tout le monde se passe comme il veut. On n'a vu plus concret aucune décision de ce côté. Même le port du masque qu'on demandait obligatoire, le gel hydroalcoolique, quand tu vas constater que les Camerounais sont revenus à un niveau, et certains nous disent déjà que le Covid n'existait plus. Et est-ce que l'État peut aussi assurer les Camerounais que, bien sûr, on est arrivé à un niveau que certaines régions, parce que ce qui s'est passé dans les pays avancés, comme en France, comme vous voyez hier, il y a les États ciblés. Il y a les États qui sont libres de faire ce qu'ils font. Quand même, on voit les États-Unis d'Amérique, c'est le même système. Donc, on veut aussi que peut-être le gouvernement camerounais peut aussi venir à ce niveau de nous dire qu'il y a les régions qui ne sont pas en danger, ou souvent on classe les routes, on classe les régions par couleur. Oui, on te dit que ici c'est un niveau jaune, là-bas c'est rouge, un peu noir et comme ça, pour qu'on puisse savoir. Maintenant, on peut décider aussi de faire que dans ces régions qui a peu de cas de Covid, et ça veut dire que les enfants peuvent même quitter d'une région pour fréquenter dans cette zone, en regardant qu'avant d'entrer dans ces régions, parce que dans les pays avancés, avant d'entrer dans une autre région, il faut faire ce test. Ce n'est pas parce que tu es dans le même pays qu'on va te permettre de marcher d'un côté à l'autre. Donc, j'espère que à un niveau, les 3 ministères ou 4 concernés dans la formation académique, c'est une période délicate. Parce que dans certains pays comme en Chine, on avait constaté, ou en Corée du Sud, on a constaté que dès qu'on a fait le lancement d'ouverture de l'école, après ils sont encore forcés de refermer les écoles. Est-ce que le Cameroun ne sera pas dans ce niveau? Mais il faut qu'on passe dans une phase pratique, que les Camerounais peuvent à un niveau faire quelque chose que nous-mêmes, on peut peut-être apprécier. Au-delà de l'État, il y a, comme je disais, il y a aussi le devoir qui revient aux parents. Parce qu'on a demandé une gel et une masque. Est-ce que tous les parents seront capables d'apporter? Peut-être aussi, on nous a dit les effets du masque. Quand tu portes une masque tout le long de la journée, c'est devenir la quantité d'oxygène qui part dans le système et tout et tout. Comment on va gérer tout ceci? L'État a trop de soucis à nous dire si la rentrée, ici, 4 ou 3 jours lundi, peut nous porter quelque chose de bien, que les parents aussi seront aussi dans un niveau un peu avec l'assurance que non, ça va se passer et ça passera bien. Dans les bonnes conditions. C'est ça. Regardons de nouveau ce reportage qui parle cette fois-ci, qui revient sur le calendrier scolaire avec plus de détails. En raison de la crise sanitaire, le dispositif adopté par le gouvernement pour la rentrée scolaire s'articule autour du triptyque plein temps, mi-temps et enseignement à distance. Dans cet établissement scolaire de Douala, les responsables affirment que l'effectif est globalement maîtrisé dans le but d'éviter le système de mi-temps, mais le problème se pose au niveau du respect de la distanciation sociale. Nous avons donc des classes avec des bureaux, des tables pour 2 enfants avec des chaises. Or, les tables ont une longueur de 120 cm, donc chaque enfant a à peu près 60 cm. La distanciation sociale, c'est à ce niveau-là que nous pouvons avoir un léger problème, mais en les écartant un peu, je pense qu'on peut résoudre le problème. Dans ce collège bilingue de Douala, l'on est loin de ce tableau. À une semaine de la rentrée scolaire, de nouvelles salles de classe sont actuellement en construction afin de parer à toute éventualité, notamment le recours au système de mi-temps. Dans notre programme, nous avons toutes les salles de classe. Comme le ministre l'a dit, les établissements qui auront normalement les salles de classe qui peuvent contenir le nombre d'élèves requis n'auront pas recours à ce procédé. Nous avons 6 nouvelles salles de classe que nous allons augmenter aux anciennes qui pourront résoudre la situation. En cas de mise en pratique du système de mi-temps, les responsables de cet établissement envisagent de voir dans quelle mesure trouver des solutions aux problèmes que cela va poser sur l'effectif des enseignants. À côté de cette question donc de redéploiement
des effectifs, éventuellement de recrutement de nouveaux enseignants. Il y a également les mesures barrières face au Covid. Comment est-ce que tout cela sera implémenté dans les établissements scolaires à l'occasion de cette rentrée 2020-2021? Suivez plutôt. Innovation de la rentrée scolaire 2020-2021, les enseignants doivent présenter les résultats négatifs au dépistage contre la Covid-19 avant tout contact avec les élèves. Une décision ministérielle implémentée dans l'arrondissement de Douala 4e via le district de santé de Bonasama. Une campagne est prévue pour dépister les enseignants à partir d'aujourd'hui. Donc nous devons dépister tous les enseignants de Douala 4e au CDCC de Bonasama. Pour l'instant, on n'a pas encore reçu grand nombre, mais on espère que les jours à venir, pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, ils devraient savoir qu'ils doivent se faire tester avant le jour de la rentrée. La dite campagne, réservée aux enseignants, d'autres stratégies seront utilisées pour les élèves. Au lycée polyvalent de Bonabéry, ces derniers devraient, avant tout accès aux salles de classe, se laver les mains et les températures prises avec un thermoflash. Dans le cas où le cadran signale plus de 38 degrés Celsius, une procédure est suivie pour ces cas suspects, d'abord dans l'établissement scolaire. Au niveau du lycée polyvalent, nous disposons d'une infirmerie. Si nous constatons déjà que la température d'un enfant est élevée directement, nous l'envoyons à l'infirmerie pour une prise en charge immédiate. Et là, l'infirmière, elle est spécialiste, elle est là pour ça, pour poursuivre la procédure au niveau de l'hôpital de Bonasama. Et ensuite, dans le district de santé de Bonasama. On va l'isoler, on va le mettre sous traitement, on va prélever tous ceux qui ont été en contact direct avec lui. On va prélever tous ses camarades de classe, on va prélever l'enseignant et on va suivre les contacts du patient. À la maison, on va prélever ceux avec qui il vit, du moins les contacts les plus proches. On dit souvent les contacts verts. Et après, le reste, on va les suivre. On va faire ce qu'on appelle le suivi de contact. Le patient positif, on le suit sur 2 semaines sous traitement et puis on le reprélève au bout de 14 jours. Concernant la distanciation physique, au lycée polyvalent de Bonabéry, la norme ministérielle de 50 élèves par classe sera respectée, le système de mi-temps du matin et de l'après-midi établi et les cours en ligne dispensés via les groupes WhatsApp en soirée. Ce 28 septembre 2020, les équipes de dépistage et de prise en charge des cas positifs à la Covid-19 installées à l'école maternelle de Bonasama déménagent. Il est prévu que nous déménageons aujourd'hui en fin de journée après avoir servi la population, ceux qui viennent pour les tests, et que nous allions au district de santé de Bonasama, qui est situé au centre équestre au stade d'Ikolo. Après le déménagement, nous allons faire une désinfection totale. Nous allons faire ce qu'on appelle le wash avant de remettre les clés à la directrice. À quelques jours du 5 octobre 2020, jour de reprise des cours, les responsables des établissements primaires et maternels publics rencontrés ce jour au sujet des mesures de lutte contre la Covid-19 disent attendre les directives qui seront données ce 30 septembre lors de la réunion à l'inspection d'arrondissement de Douala 4e du ministère de l'Éducation de base. John Ako, l'une des questions qui se pose aujourd'hui, on a pu l'observer, c'est que certains établissements devront éventuellement, si le besoin se fait sentir, augmenter les salles de classe, augmenter les enseignants, si effectivement il y a plus de 50 par classe. Ce genre de mesures, y a-t-il un dispositif d'accompagnement qui devrait être mis en place également? Oui, ce que je disais au premier plan. Donc normalement, l'État doit avoir au niveau de peut-être les divisions départementales pour suivre cette augmentation au niveau des classes. Et si ça devient le cas, parce qu'on sait déjà, ce n'est pas même l'affaire de dire que s'ils y auront, parce qu'on sait déjà les lycées publics et on sait déjà les écoles privées qui sont souvent chaque grand nombre des élèves. Est-ce que ce n'est pas même d'abord possible de régler au niveau d'inscription? Nous sommes à la phase d'inscription, donc on se constate ici peut-être des semaines que les premières 50 classes sera déjà pleines. Et qu'est-ce que va revenir du reste des candidats qui souhaitaient faire l'école peut-être autour de la maison? Parce que quand tu parles, souvent quand les parents ont les soucis de se faire inscrire dans les collèges publics, c'est là où ils peuvent chercher le privé. Et donc, plupart les privés sont devenus aujourd'hui à Douala plus nombreux que même certaines écoles publiques. Parce que quand on prend un exemple
un lycée comme le lycée de Niala, qui est presque le seul tout sur la route de Niala jusqu'à peut-être au niveau du PK14, et on trouvait dans un autre côté un lycée de génie militaire qui vient renforcer la capacité du lycée de Niala. Est-ce que ce n'est pas normal qu'au niveau du lycée Niala, il y aura déjà donc l'État passe déjà une quota, qu'au lycée de Niala, on ne doit pas avoir plus de cet nombre d'étudiants, des élèves, pour que après celle-ci, on sait déjà qu'on a la capacité de 10 classes. De 10 classes pour 5 ans, ça va nous donner 500 élèves. Donc quand on atteint 500 élèves, on ne veut plus voir aucun élève inscrit dans cette école. Et aussi, de la même façon peut se passer pour dans les privés, pour que chacun peut maintenant chercher là où on peut avoir suffisamment de classes. Aussi, il y a les écoles qui n'ont même pas l'effectif. Donc, ça peut aider l'État de faire déployer. Mais certaines familles vont te dire que peut-être un lycée ou une école privée est très loin de la maison. Comment on va gérer en termes de transport et aussi les autres approchements familiaux. Donc, j'espère que dans un pays comme le nôtre, ça sera bien de définir peut-être les quotas par lycée ou par une école privée pour gérer cette affaire aussi en distance. Parce que si on laisse les écoles faire inscrire et après on dit que ça dépasse, ça veut dire qu'à quelque part l'État n'était pas vraiment sérieux. Parce que le problème ici, c'est la distanciation sociale autour du campus et peut-être pendant les cours, comme nous sommes en train de regarder. Il faut qu'on définisse le quota de chaque école parce que chacun sait la capacité. Si dans une école, je dis, on trouvait qu'il y a 20 classes, cette 20 classes fois 5 ans ne nous donne rien plus que 1000 élèves dans cette campus et on ne veut pas voir plus de 1000 élèves dans votre campus. J'espère que ça sera une stratégie qui l'a sortie et aussi ça reste toujours le porte-masque obligatoire hors de la classe ou pendant les cours. Ça aussi, ça peut nous aider. Et souvent, quand ils sont dans les stades ou hors des salles de jeu, ça peut les permettre aussi d'enlever les porte-masques. Oui, justement, parler de protection, et puis avec Inès Panga, on a vu le reportage qui a suivi au niveau du centre de district de santé de Bonasama, où un dispositif a été pris, comment on dit, détection ou alors dépistage systématique des enseignants, mais pas toujours des élèves. Ce que j'ai dit, parce que quand on compte le nombre des enseignants, on voit le nombre des élèves qui est à moins de risques ou plus risqué que l'autre. Et vous allez constater que les enseignants sont moins. Et les élèves sortent de différentes maisons ou différents côtés de la ville. J'espère que si une test pouvait plutôt prévu aux côtés des élèves que les enseignants, ça va nous porter beaucoup. Au lieu des enseignants qui sont d'abord conscients. Parce qu'il y a les enseignants qui sont même pendant les vacances ou pendant les congés par l'hôpital, ils partent dans le marché avec les masques, ils sont capables d'avoir les gels individuels. Mais qu'est-ce qui va revenir de cette famille qui ne sera pas peut-être capable d'acheter une boîte de gel pour l'enfant ou peut-être 4 masques par chacun parce qu'il faut changer les masques le temps par jour. Donc, est-ce que ça sera même... Si les familles ne seront pas même capables, pourquoi l'État? Parce qu'on dit le masque à un coup de prix, si c'était demandé ou fait acheter par l'État, ça peut revenir à 100 francs le masque dans les sociétés qui produisent. On a eu même nos masques africaines qui sont faits à partir de nos tissus. L'État aussi peut passer les commandes et aider, pourquoi pas. Dans chaque campus, quand on sait déjà qu'il y a 1000 élèves, l'État peut faire soutien peut-être de même 2000 ou peut-être 4000 masques pour que chaque jour on constate et après la fin de la journée, s'il y a une mesure systématique pour désinfecter cette masse avant le lendemain, ça peut toujours aider. Mais souvent, les Camerounais regardent que les mesures comme celle-ci vont coûter beaucoup à l'État. Moi, je ne sais pas combien ça va nous coûter de faire la possibilité aussi pour éviter cette contamination que nous, on n'attend pas. Mais toujours, je dis que ça va arriver. Si on lance l'école lundi, les cas sans mesure, l'école... il y aura les contaminations au niveau des écoles. Et ça va créer encore les difficultés. Il faut être davantage rigoureux pour encadrer tout cela. C'est ce que j'ai dit. Et ça ne finira pas au niveau des écoles. Comme ça que ces élèves vont encore quitter de l'école pour rentrer à la maison. Et les risques sont énormes. C'est pour ça que je dis, même en Vietnam, j'espère qu'ils aussi, quand ils ont commencé les écoles, ils sont fermés après parce que les mêmes enfants qui partaient à l'école portaient le même virus pour encore amener à la maison. C'est totalement, je dis, un souci que l'État doit prendre conscience. Ou peut-être, si on peut décider comment ils sont dit, le système de tranche matin, soir, et diminue même. Et ça sera plus même 5 ans. Si on décide qu'on va fréquenter avec 5 ans d'étudiants
élèves par classe, il faut que 25 viennent le matin et les autres 25 après-midi pour aussi décongester l'environnement. Et respecter la distanciation sociale. Du moins, le syndicat des enseignants indignés, à travers son secrétaire général, Jacques Bessala, a également posé ces inquiétudes-là sur la table. C'est du moins l'essentiel qu'on peut retenir de ce qui s'est fait dans ce reportage réalisé par nos équipes à Yaoundé sous la plume d'Olivier Bouzike. Dans le corps enseignant, les nouvelles mesures du ministère des enseignements secondaires en vue de la prévention du coronavirus en milieu scolaire ne rassurent pas. Pour ce leader d'un syndicat d'enseignants, le système des mi-temps avec 50 élèves par classe est une mesure suicide pour les seigneurs de la craie. 50 par classe, c'est bien. Comment dire, c'est réaliste. À la limite, c'est la norme. C'est la norme que nous aurions souhaité, que nous avons même souhaité depuis. La mi-temps nous pose un problème, nous les enseignants, dans la mesure où il n'est pas réaliste de soumettre un enseignant en situation de salle de classe et pendant 10 heures de cours d'affilée. Cela n'est pas facile, ce n'est pas, réaliste. Il est exigé que seuls les enseignants soient soumis au test. Question, est-ce que nos élèves ne peuvent pas être porteurs, même sains, du Covid ? Pour lui, il faut impérativement renforcer au préalable l'effectif des enseignants au sein des établissements scolaires. Aussi, précise-t-il, les soutenir financièrement pour l'implémentation du e-learning recommandé par la tutelle. 1. Est-ce que les enseignants ont encore assez d'énergie pour continuer à travailler après le lycée? Il y a des élèves qui vont vous importuner, ils vont vous appeler à n'importe quelle heure, c'est pas vraiment évident. Demander aux enseignants de s'impliquer dans le e-learning, c'est une chose. Maintenant, assurer l'entretien, je dirais financier de ces e-learning est une autre chose. Donc la question qui se pose ici est, est-ce que cet argent, ces fonds-là, devraient sortir de nos poches ou alors il y aura des subventions provenant du ministère des enseignements secondaires? C'est là la question. Mais je peux déjà vous dire que les enseignants ne sont pas prêts à faire ces dépenses supplémentaires. Encore qu'il y aura une débauche d'énergie en ce qui concerne la mi-temps. Moi, je peux déjà vous le garantir. Sur le plan pédagogique, les enseignants estiment que 2 mois et demi prescrits pour chaque trimestre ne suffiront pas pour couvrir les programmes annuels. Il y aura une incidence aussi bien sur la couverture des programmes forcément que sur la rentabilité du personnel et les performances de nos apprenants aux examens officiels. Je pense que c'est là la clé du problème. Il faudra que le gouvernement en général et le ministère des enseignements secondaires soient à même d'accompagner ces personnels dans cette nouvelle aventure. Au moment où nous mettions sous presse, la patronne du ministère des enseignements secondaires était face à la presse pour clarifier ses préoccupations. Justement, les enseignants indignés, du moins leur collectif, posent un problème pragmatique sur la gestion pédagogique de cette année qui paraît exceptionnelle. Est-ce qu'il y a une problématique derrière tout cela? Normal. Ce n'est même pas que pour l'année qui va commencer, pendant la période du mars jusqu'à quand on a fait composer les enfants, dans l'examen officiel, dans certaines écoles, c'était adopté que tu peux faire enseigner, même à partir de la maison, en utilisant une app qu'on appelle les Zoom. Et certains même sont passés par la voie radio. Certaines radios en ville de Douala, je peux dire aussi la Voix du Golfe, qui est la radio des UUG. Oui, quand je dis. Donc moi-même, j'ai fait les cours par la radio. Et ce qu'on demande maintenant, c'est, comme il parlait, c'est ce que nous tous avions demandé. Quand je viens faire un cours en radio, ou je fais un cours sur Zoom, je suis obligé de d'abord faire le support numérique, envoyer aux enfants quelques jours avant. Et après ça, on va programmer. Chaque enseignant passe maintenant sur son emploi du temps, comme dicté par la radio, ou si c'est dans un groupe WhatsApp, l'enseignant prend contact, tous les étudiants de sa classe se fait inscrire ou fait intégrer dans un groupe WhatsApp. Là, dans l'aire de cours, tu as vu qu'aujourd'hui, on va commencer avec chapitre 5, chapitre 10, et comme ça, après chaque fin du cours, il y a toujours un devoir. Parce que c'est le devoir qui nous permettrait d'évaluer si le chapitre qu'on vient d'achever était bien assimilé. Donc, à un niveau, on demandait aussi, au niveau, comme on parlait, ce n'est même pas en termes financiers.
Parce que la plupart des Camerounais, souvent aussi les enseignants, quand on demande, on va demander les heures supplémentaires. Parce que si on va faire les cours la nuit, est-ce que ça sera comme un cours fait en journée? Est-ce que l'État... Oui, donc on regarde tout ça ici. Le plus grand échec dans ce système en voie numérique, dans les cours virtuels, c'est le système des réseaux. Est-ce que le réseau va permettre chaque élève qui a peut-être son tablette de suivre cette cours normalement? À un niveau, tu trouves souvent qu'il y a une faille au niveau du réseau. Est-ce que le cours peut se renouveler vraiment au Cameroun en ligne? Même ceux qui font les cours en distance, qui sont même au Cameroun, qui font les cours en ligne à l'international, à l'extérieur du pays, ont toujours ce souci. Est-ce qu'on peut télécharger un document de Word ou de PDF à un environnement quand au Cameroun sans avoir un souci dans un délai est normal? Si on passe dans une phase d'enseignement en ligne, il faut aussi faire une évaluation en ligne. Et tu sais que dans l'évaluation des études en ligne, il y a toujours un chronomètre. Les réponses sujet, car dès que tu prends un deuxième sujet, tu es donné 30 secondes. Et 30 secondes, il ne compte pas si ton réseau est mal placé ou mon réseau ne travaille pas. Dès la fin de l'épreuve, si c'est 1 heure de temps ou 30 minutes, le système lui-même se ferme complètement. Est-ce que le système de communication au Cameroun peut nous rentrer dans ce niveau? Oui, c'est positif. Si les bonnes décisions sont prises au niveau du ministère de la télécommunication pour nous garantir cette... Parce que j'espère que si on parlait de la rentrée maintenant, le Covid, on nous a fait renseigner que maintenant on peut travailler à partir de la maison. Parce que dans plusieurs sociétés, ce n'est pas seulement des écoles. Il y a les sociétés que la plupart de leur travail se fait en ligne. Donc si le système de communication au Cameroun peut se faire arranger à un niveau qu'on peut tous, même les banques, pour aujourd'hui, en phase numérique. Je peux rappeler que l'État du Cameroun à un niveau avait parlé de e-banking, qui veut dire que même à partir de ta maison, tu peux déposer une somme d'argent dans une agence, un mobile money, qu'à partir de cette mobile money, on peut toujours loger le même montant dans ton compte bancaire. Est-ce que le système de communication au Cameroun peut permettre à toutes ces opérations, en regardant aussi combien des écoles, combien d'universités, combien de lycées et peut-être les écoles primaires qui seront même capables, si on parlait même des publics, comment sera le secteur privé dans ce domaine? Parce que quand on voit le ministère de l'enseignement secondaire passe à distribuer un peu les petits matériels dans les écoles publiques, qu'est-ce qu'on pense de ce secteur privé qui peut-être aussi n'a pas cette capacité d'améliorer les systèmes d'enseignement? Est-ce que les enfants vont fréquenter dans ce niveau? Oui, le système le plus flexible aujourd'hui, c'est l'enseignement en ligne. Les pays comme l'Israël ont vraiment évolué, que les cours peuvent se passer même 1000 étudiants pour suivre le même cours en ligne, sans se déplacer de leur maison. Et on sait que le cours était bien fait. Donc, est-ce que le Cameroun peut aussi arriver à ce niveau numérique? On a dépensé trop. C'est l'affaire des fibres optiques. Et l'État du Cameroun, ça coûte cher. Est-ce que ça nous sert déjà maintenant? Si ce n'est pas, donc l'État a maintenant, le droit en main, si il peut rendre le ministère de la télécommunication un peu dans ce domaine pour que les Camerounais aussi peuvent travailler à partir de leur maison. Et pourquoi pas l'enseignement? Si ce système était réel, parce qu'à partir de la salle de classe où vous devez faire les cours, un enseignant peut même se placer en classe avec le système Zoom dans votre école, faire même la mathématique sur le tableau. Et on zoome et tout le monde qui est dans sa maison prendrait le cours comme il était en classe. Est-ce qu'on est capable d'arriver à ce niveau? Donc c'est un travail à faire. Mais j'espère que certaines écoles s'adoptent déjà. Comme je dis, j'ai fait ça à UG, on a fait sur Zoom, on a fait sur WhatsApp, on a fait par la radio. Donc ça dépend des écoles. Mais ça implique que dans leur budget, les parents doivent également tenir compte de ce nouveau... Ce que j'ai dit, le crédit, tu sais, le mégabyte au Cameroun n'est plus le même mégabyte quand on te vend à l'étranger. Est-ce que ça coûte moins cher ou plus cher ici avec le système de salaire? Est-ce que les enseignants seront capables à chaque fois de charger leur téléphone et communiquer, ou ils auront un petit budget pour cette communication, au crédit de communication, pour se faire échanger les études? Comment aussi avec les élèves, avec les parents? Quel téléphone? Dans les pays avancés, comme la Corée du Sud, j'ai parlé toujours de ce pays parce qu'en termes numériques, ils sont avancés, que c'est obligé. Chaque enfant qui vient à l'école a sa tablette. Même les cours numériques sont dans cette tablette. Ils n'ont pas besoin, même les livres, tu fais inscrire en ligne sur un
papeterie, on t'envoie tes livres dans ton tablette et avec une cote comme tu as payé. Chaque fois, c'est pas ce qu'on dit ici que le ministère de l'enseignement secondaire a autorisé cette livre et demande tout le monde couvert les papeteries pour acheter. C'est pas ça. Donc, on peut passer à ce niveau que chaque enfant qui a son tablette a tous ses cours dans son tablette. On n'a plus besoin de sacs. Donc, c'est la phase que nous sommes en train de passer et je pense que l'État du Cameroun va réfléchir dans cette direction. D'accord. Cela dit, rentrée scolaire, c'est également une période de montée de température pour les parents. La fièvre de la rentrée, c'est la recherche des manuels scolaires dans les librairies, le nécessaire, les tenues et tout le reste. Je propose de rentrer effectivement dans les marchés pour essayer de vivre cette ambiance de rentrée scolaire. Le décor du marché chinois à Douala change. À quelques jours du 5 octobre prochain, jour de reprise des classes, les étals de commerce et les porte-tout de vendeurs ambulants s'habillent désormais des couleurs de la rentrée scolaire. Ici, à la douche municipale dans le premier arrondissement de Douala, les parents peuvent trouver les éléments constitutifs de leur liste d'achat. D'ailleurs, ceux que nous y avons rencontrés ce jour disent leur satisfaction. Là, il m'a laissé ceci à 2500. C'est pas abordable selon mes moyens aussi. Et là, j'ai presque fini. Tout à l'heure, je vais prendre le sac. Bon, je ne sais pas si ça sera ici. Bon, je finis d'abord avec les gamelles, la goude et je vais choisir peut-être un sac si c'est possible. Bon, comme c'est un petit, je vais aussi choisir quelques petits trucs comme la doise, un petit cahier pour lui. Bon, quelques vêtements aussi pour accompagner. Une joie qui n'est pas partagée par les commerçants. Jetant les regards en arrière, ils accusent la pandémie de la Covid-19 d'être à l'origine de leur malheur cette année. C'est fort, c'est mauvais, ça ne donne pas. Corona a tout tué. Ouais, rien ne donne. Je vois les parents au marché quand même. Il y a les parents au marché, mais on n'a pas encore cassé les caisses de la Réunion. C'est mauvais. Ouais, on n'arrive même pas à faire les cotisations, les remboursements, il n'y en a pas. Je ne sais pas où c'est Corona, je ne sais, mais on met que de Corona devant nous. C'est que c'est Corona qui dérange. Parce que l'année passée, ce n'était pas comme ça. L'année passée était bien, le marché était bien. Oui. La mise en place des mesures barrières contre cette pathologie a également eu un impact négatif sur leur approvisionnement. Non, il n'y a pas les marchandises. Il n'y a pas eu arrivage cette année parce que les Chinois n'ont pas voyagé. On a fermé les frontières. Et malgré le marché qui est dur, il n'y a pas d'abord la marchandise. C'est le reste de l'année passée qu'on vend. Ce n'est pas pour l'année-ci. Bon, le prix n'a pas changé, c'est toujours le même prix, mais il n'y a pas le marché. Ces derniers espèrent que dans les prochains jours, le business sera plus florissant. Un business qui inquiète également au niveau des couturiers. Vous le savez, fourniture et manuels scolaires en cette période, ce n'est pas toujours évident dans ce contexte de Covid-19. Et eux, ils s'en plaignent. Les tenues et vêtements des élèves qui vont reprendre l'école ce 5 octobre, c'est pas facile d'avoir des clients. Suivez plutôt. Ne vous fiez pas au bruit assourdissant de cette machine à coudre pour déduire que le business des couturiers se porte bien. À cause du coronavirus, vraiment, ça fait quelque chose. On ne connaît même pas qui est à la rentrée. L'année passée, il y avait beaucoup d'activités, des travaux. Mais cette fois-ci là, moi par exemple, je suis peut-être à ma 5e ou 10e tenue depuis la rentrée à coudre. Alors qu'à l'heure-ci là, à la peu de la rentrée, on a eu beaucoup de travail. Donc c'est la grande différence qui fait timidement, c'est très timide. À cause de Covid. Voilà, les enfants ne sont pas inscrits. Il n'y a pas d'argent. Donc pour le moment là, on devait être en train de faire les tenues. Mais absolument rien, personne, aucun parent ne se présente. Une crise sanitaire qui impacte le secteur des tissus, principale matière utilisée dans la confection des tenues scolaires. Oui, il y a eu une augmentation des prix sur le marché parce que les productions ont été fermées pendant longtemps. Donc les importateurs n'ont pas voyagé. En cette veille de reprise des classes, seuls les parents d'élèves de classe de 6e ou première année passent dans ces ateliers de couture pour passer des commandes. Des passages clairsemés qui font de temps en temps sourire ces artisans. Les tenues qui sont un peu plus demandées, ce n'est que les enfants qui vont en 6e, non?
Parce que les autres ont les anciens tenus. C'est ceux qui quittent du coup moyen de pour aller en 6e, que le parent est dans l'obligation de faire la tenue de l'enfant. C'est ça. Ici, au marché Congo, dans le 2e arrondissement de Douala, les prix de cet article varient en fonction du niveau scolaire et de la corpulence de l'enfant, de 3 500 à 8 000, voire plus. Tout compte fait, il faut être prêt ce lundi pour entrer. Alors, Dr Ako, l'une des grosses questions quand même de cette rentrée, ce sont les élèves des régions du nord-ouest et du sud-ouest, comme on le sait, avec cette question de crise sécuritaire. Là-bas, à quel type de rentrée pourrait-on s'attendre? Oui, comme quelqu'un de la région, j'espère que pour la première fois aussi, on peut constater que certains des leaders de ce mouvement séparatiste anglophone ont aussi passé les mots et le message. Quand on lit la page de Twitter de Sissi Kouadio-Octabé, depuis 3 jours, il appelait aux enfants d'aller à l'école et que les armées séparatistes doivent prendre charge de maintenir la sécurité autour des écoles. Et aussi, on regarde quelqu'un comme Marc Barrett qui parlait de la même. On a eu Samuel Sako des Communs qui a aussi parlé de la même façon. Et Eric Tato. Et on sait bien que voici les piliers de ce mouvement sécessionniste. Maintenant, ce qui revient avec l'État du Cameroun, c'est qu'on demande souvent les militaires aussi de retirer un peu pendant cette période qu'on a eu un feu vert de ces leaders. Est-ce que les enfants vont vraiment fréquenter en présence des armes? Donc, à un niveau, l'État a une obligation, pas de la propagande, parce que je dis toujours, la première personne qui a fait monter cette crise anglophone était plutôt les décisions prises par l'État. Parce qu'au départ, quand on parlait d'un dialogue inclusif, et si on a ouvert un centre de désarmement, pour ceux qui ont abandonné, qui ne bagarrent plus, qui sont maintenant dans ces centres, ceux qui ont tué vraiment les militaires comme les civils, sont aujourd'hui pardonnés par l'État du Cameroun. Donc, libérer quand même tout le monde qui était arrêté en fonction de ces crises, si vraiment on veut fréquenter à 100%. J'ai dit, si l'État du Cameroun libère ces personnes qui sont incarcérées depuis peut-être 3 ou 4 ans, ça peut nous apporter de plus. Mais fatalement, on a vu, pour certains qui ont été incarcérés, que plus tard, ils sont retournés dans la brousse prendre les armes. Non, comme j'ai dit, parce que les moyens mis en position par l'État, ou ceux qui étaient faits, je dis convaincus, par certains leaders politiques, en faisant les propagandes au niveau de ce dialogue national. Oui, certains sont apportés ces enfants pour venir présenter devant le public, pour montrer à l'État qu'ils sont en train de travailler bien dans les niveaux. Ils sont arrivés dans les centres de désarmement et ils ont constaté que même que les conditions qu'ils vivent là-bas étaient plus mauvaises que quand ils sont au champ. Donc voici ce qu'on dit souvent avec l'État du Cameroun. Est-ce qu'on peut prendre les bonnes décisions et travailler au-dessus pour un Cameroun sain et en paix? Moi, je demande, si on a eu ces 3 piliers de la crise anglophone, plus le leader qui est encore même en prison, demande que les enfants peuvent faire rentrer en salle, en classe. Donc, l'État aussi peut réfléchir à quel niveau il peut se faire abandonner certaines décisions qui sont fait créer plutôt la tension sécuritaire, les tensions sécuritaires dans la zone. Donc, moi, je souhaitais que l'État du Cameroun peut faire une petite geste à cette rentrée scolaire, peut-être pendant ou dans la semaine, libérer, je dis, tout le monde qui était incarcéré par rapport à cette crise, si vraiment on veut que les classes s'ouvrent. On a trouvé certains lycées dans certaines régions, comme dans certains départements, comme à Magnou ou à Pafout, qui sont complètement dans la brousse. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce que l'État a aussi pris les décisions d'aller nettoyer ou terrasser les routes que les enfants vont utiliser pour rentrer à l'école? On a parlé de cette commission de donne présidentielle pour la construction du nord-ouest et du sud-ouest, qui jusqu'à aujourd'hui, certains de nous regardent, nous sommes en train de regarder que cette commission reste toujours en phase propagande. Parce que rien jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque 7 mois, cette commission n'a rien montré que voici une première classe, voici un premier marché ou cette école. Le ministre Tasson, qui préside cette commission, a fait quand même un tour d'évaluation pour essayer de recenser effectivement les besoins. En attendant peut-être
de dégager les moyens. Et est-ce qu'on a besoin de faire une tour des deux régions pour savoir là où il y a les besoins des citoyens? On n'a pas besoin de ça. Il y a déjà les rapports. Tu sais, quand on avait fait nommer le Premier ministre, c'est le même voyage que le Premier ministre a fait. Et maintenant, on fait nommer Paul Tasson, lui aussi fait le même voyage. Quand on a fait nommer celui qui est au niveau du bilinguisme, Peter Mafani Moussonguin, lui aussi il a fait le même voyage. On demande si tous ces rapports ou l'instance publique ne convient pas à un niveau pour nous dire exactement ce que ces deux régions ont besoin. On n'a pas besoin d'aller au nord-ouest, on n'a pas besoin d'aller à Oum pour constater qu'un petit pont était déjà coupé, parce que le rapport de cette commission du bilinguisme doit déjà montrer ça. Le rapport du Premier ministre, quand il était au nord-ouest, doit montrer ça ici. Est-ce qu'on a... Ce qui dit que ce sont les agents de propagande de l'État. Et moi, j'ai besoin d'un pays qui est, on dit en anglais, proactif. Proactif. On n'attend pas les situations avant de commencer à résoudre ces problèmes. On peut aussi envisager ce qu'on peut faire sans être même au terrain. Comme je dis, il y a les lycées, j'espère, qu'avec les militaires qui sont dans la zone, ces derniers temps, ils devaient nous montrer que peut-être le service de génie militaire de notre pays est déjà dans cette école et que l'école est nettoyée, ou avec les prisonniers, comme on fait d'habitude, on peut le prendre aussi pour nettoyer certaines classes, pour nous montrer que l'école sera belle lieu à Manfé, ou peut-être à Kembon, ou pourquoi pas à Ekok, ou là où il y a les problèmes, ce n'est pas même les problèmes des villes. Tout ce qu'en plupart du Cameroun et dans les deux régions, les problèmes ne se trouvent pas dans les grandes villes. Nous, on a les problèmes dans les villes, les villages un peu éloignés de cette région. Donc, à Boya, quelqu'un peut te dire que Boya Ilimbe est calme et donc ça passe bien. On te dit que Koumba est bien. Mais si Koumba est bien, ça ne dit pas que tout le département de Mémé est en santé. Et c'est ça notre problème. Comme moi, je viens de Manfé, je te dis qu'il y a la santé à Manfé. Mais est-ce que les autres chef-lieu de l'arrondissement, est-ce qu'il y a la santé? C'est ça que l'État devait nous montrer. Parce que dans le système de développement, comme on avait échoué, l'État a constaté, avec ce système de concentration des pouvoirs publics, que nous on commence par développer au centre, donc la capitale politique Yaoundé, quand ils vivent dans tous les Cameroun, soit bien. Mais dans les pays avancés, on commande le développement à la frontière, à la périphérie, avant de redresser au centre. Parce que dès que les périphéries sont bons, donc c'est facilement d'approcher le centre-ville. C'est le même système qui était utilisé dans les pays comme la Tanzanie, comme on a fait célébrer comme le pays centralisé et que le Cameroun voulait copier. Est-ce qu'on peut aussi arriver à ce niveau? Donc, on nous montre les images quand même dans les deux régions. Ça ne coûte rien. La plupart des Camerounais ont les milliards dans les comptes privés que l'État aussi peut seulement saisir et faire que ces deux régions voient sa vie. Avant 2016, les deux régions étaient quand même un poids de l'économie du Cameroun. On a eu ça l'année dernière que l'État était forcé de couper son budget prévu pour l'année vers la fin d'année parce que ça n'allait pas. La CDC, que certains de nous, on plaît beaucoup, quand tu passes maintenant la route Tico-Limbé, tu vas constater qu'il n'y a plus les bananiers. Est-ce que l'État du Cameroun peut aussi regarder à ce sens? J'ai parlé de ça dans peut-être plusieurs autres chaînes. La CDC est le deuxième employeur du Cameroun, appelé d'État du Cameroun, en fait presque 24 000 employés. Qu'est-ce qui est devenu de cette jeune? Mais l'une des interrogations derrière justement les appels des leaders sécessionnistes à la reprise des classes, c'est qu'ils ne sont pas forcément d'accord pour le système éducatif à mettre en place. Ils disent oui pour le retour des classes, mais avec un programme, un organigramme scolaire que eux proposeront et qui n'ont pas forcément l'idéologie du pays. Oui, c'est pas que tout ce qui ont une base. C'est déjà les gens qui pensaient déjà à faire leur pays. Et j'espère, ils sont même écrits que les enfants vont fréquenter sans tenue, tenue officielle, et ils peuvent même donner que les formations privées pour commencer l'école. Il n'y aura pas une limite nationale dans ces écoles. Donc, que tu fais adhérence à cette limite nationale, ça va créer les problèmes. On est dans une zone de guerre. J'espère, pour moi, sans regarder celle-ci, je regarde d'abord le point fort. C'est si les classes reprennent. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est que les classes reprennent dans les deux régions, n'importe quelle situation. Les autres, comme on avait dit, le dialogue ne finit pas de un jour. Les autres peuvent revenir aussi après. À 3 ans ou 4 ans passés, on ne parlait pas que de la reprise des classes dans les deux régions par les leaders. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils parlaient de reprise des classes. Donc, on peut regarder à ce sens. Ce n'est pas à l'État du Cameroun de dire que non, ils sont en train de poser des conditions. Des conditions qui sont posées
ne dépasse pas la Suède. Ça nous montre aussi l'intention qu'ils sont capables à cette fois-ci de s'apaiser certaines règles dans la région. Donc le Cameroun doit avancer à tous les niveaux. On ne construit pas un pays un jour. Et le dialogue, comme je dis, c'est un processus. Ça n'a jamais eu une fin. Quand tu vois l'affaire des gilets jaunes en France, ça n'a même pas encore fini jusqu'aujourd'hui. Mais l'État, la France est en train toujours de négocier avec cette groupe de gilets jaunes. Évidemment qu'on va croiser les doigts pour que la rentrée soit effective sur l'ensemble du territoire national, conscient des soucis sécuritaires et sociopolitiques qu'on rencontre. C'est l'occasion de revenir peut-être dans ce dernier reportage de l'émission sur la date du 1er octobre. Vous le savez, une date symbolique dans l'histoire du Cameroun. Symbolique parce qu'en 1961, c'est la date qui marque le rapprochement des deux États, du Cameroun, bref, pour faire un État fédéral. Et ces 4 dernières années spécifiquement, cette date a été marquée par cette crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. René Nassimoto essaie de résumer cela. Encore gravé dans les mémoires des Camerounais alors que le pays traverse une crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Sissoko Ayok déclare symboliquement l'indépendance de la République d'Ambazonie le 1er octobre 2017. Un fait qui n'est pas anodin, vu que le 1er octobre 1961 marque la naissance de la République fédérale du Cameroun suite à la réunification du Cameroun français et du Southern Cameroun britannique. Seulement, la donne change le 20 mai 1972 à la suite d'un référendum qui met fin au système fédéral. Le Cameroun devient République unie. Cette partie de l'histoire, ceux qui se réclament un territoire indépendant la balaient du revers de la main et exigent une autonomie territoriale. 45 ans après le référendum du 20 mai 1972, la ville de Bamenda fait objet de théâtre de manifestations violentes le 1er octobre 2017 suite à la déclaration symbolique d'indépendance. Les manifestants sont dispersés à coups de gaz lacrymogènes. D'après Amnesty International, plus de 200 personnes sont illégalement abattues par les forces de sécurité. Quant au gouvernement, il reconnaît une dizaine de morts. Dans un communiqué, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale et REDAC dresse un bilan d'au moins 100 manifestants décédés suite aux tirs à balles réelles des forces de défense et de sécurité et par suffocation des gaz lacrymogènes absorbés en grande quantité. Pour les évêques du diocèse de Bamenda, l'on n'est pas loin d'un génocide. Des indépendantistes s'opposent violemment à l'armée depuis 2017 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et les deux camps sont régulièrement accusés d'exactions contre les civils par les ONG. Au moins 3000 personnes ont perdu la vie et plus de 700 000 autres ont dû fuir leur domicile, selon les Nations Unies. Faudrait-il le rappeler, de façon symbolique, les indépendantistes manifestent tous les 1er octobre au Cameroun. Cette année 2020, plus ou moins exactement un an après le grand dialogue national, à Kodjonako, est-ce qu'on peut penser qu'on a fait, ou alors qu'on fait des pas, peut-être mesurés, peut-être lents, mais est-ce qu'on avance quand même vers un apaisement, vers un retour définitif à la paix? Or, ce que je peux dire d'abord, c'est que pour l'État du Cameroun, de reconnaître cette date comme date de victoire du Cameroun. Cette date remarque l'histoire du Cameroun plus que même le 20 mai, qu'on parlait plus. La date du 1er octobre 1961 reste toujours même une image. Je peux voir dans mes cours qui me disaient qu'Aïdjo a laissé Yaoundé pour s'enterrer à Boya. Il était accueilli par Foncha. Et dans la cérémonie, c'était une grande cérémonie dans les deux pays. Donc pourquoi pas, après... Dans les deux pays, est-ce qu'il y avait deux pays à l'époque? Oui, c'est ce que moi je dis. Parce que la date du 1er octobre 1961 marque l'indépendance du West Cameroun. Non, comment ça? C'est ce que moi je te dis. Et dans le même, l'histoire nous dit, si on peut vous donner, et vous lisez, si vous n'avez pas encore lu, le monument d'indépendance du West Cameroun se trouve à Manfé. Et c'est écrit là, on lit, c'est là. C'est pas même que ça a échappé le public, même l'État du Cameroun. J'espère que quand on parle même des tensions... Est-ce que dans bon, on va peut-être pas refaire l'histoire, mais c'est bien puisque vous évoquez. Est-ce que dans ce passage de Southern Cameroun, du Nigeria, pendant le référendum au Cameroun, il y a eu un seul instant d'inattention? Ce que je dis, on peut toujours, parce que même au Nigeria, les Nigériens sont en train de célébrer 7 1er janvier
1960 comme le jour de son indépendance. Oui, l'État du Nigeria dans son ensemble. Dans son ensemble. Ouais. Et le Nigeria constate aussi s'ils ont quelque chose. C'est après quelques mois, le 1er janvier 1960 et le 4 avril 1961, les députés Southern Cameroon ont quitté le Federal Assembly du Nigeria pour préparer le plébiscite qui s'est passé le 11 février. Parce que le 11 février 1961 montre déjà que cette partie du pays ne les appartient pas. Et ça n'a jamais fait une guerre. Ils étaient sur un mandat, on peut dire, British Southern Cameroon, avec un autre politique qui était derrière, déclaré par les Nations Unies, que cette partie... Mais en aucun moment, ils n'ont été reconnus par aucune organisation internationale, comme vous dites, ils étaient toujours sous mandat britannique. Non, ce que je dis, ils étaient sous mandat britannique. Exactement. Et la résolution des Nations Unies, si je peux même citer, qui a fait voter, parce que la France, depuis, la France ne voulait pas l'indépendance de cette région, et il a toujours cru que ce pays, cette côté, devait revenir à la partie française. Dans les résolutions qu'on a votées, j'espère, en mai 1961, avant 1er octobre, la France a demandé à ses alliés africains de ne pas voter à ces résolutions, mais il y avait 64 membres des Nations Unies qui sont votés pour l'indépendance de British Southern Cameroon. Mais ça n'a jamais été validé. Non, ça n'a jamais validé parce qu'il y avait toujours les négociations entre la France et la Grande-Bretagne. Et sur quelle forme d'administration que la Grande-Bretagne voulait pour cette Southern Cameroon, une des raisons qui était évoquée par la Grande-Bretagne était que cette partie du pays était trop petite pour se faire un État souverain. Est-ce qu'on peut vous céder cette partie? Et vous aussi, faire-nous céder une partie du Togo. Ce qu'on appelle le Togoland, qui est aussi attaché au Ghana. Ce que les gens ne savaient pas. C'est que j'ai dit. Donc ça a été le même problème. Si on va historiquement, tu vas comprendre que dans le parti qui tenait par les Français au Togo était donné aux Britanniques pour rejoindre avec un État souverain, le Ghana. Et donc, la Grande-Bretagne aussi accepte de céder par voie, on peut dire, voie pacifique. Parce que ce seront les Camerounais qui vont décider. Donc les Southern Cameroun qui va décider qui sera ou ils n'auront pas avec. C'était une option aux Nations Unies. Vous voulez une indépendance pour céder avec le Nigeria ou pour céder avec la République du Cameroun. C'était les deux options. Et un porté par Ndele et l'autre porté par John Goufoncha. Et c'était clair dans la pratique que dans les zones qu'on appelle les graphies, dans les grassfields, tu peux trouver que Foncha avait sa popularité. Il a gagné dans cette opinion. Donc ça veut dire que l'option était que c'est un État indépendant. Le 1er octobre restait une date independence of Western Cameroon and unification with French Cameroon. Et ça, je dis, cette date pouvait, pour moi, devait être plutôt une date historique pour l'histoire de ces pays, au lieu du 20 mai, qui était fait en embuscade, en congrès, uni du Parlement of Southern Cameroon et le Parlement de Cameroun occidental, oriental, pour faire à Yaoundé le 14 mai 1962 et le 20 mai, le vote était lieu. On sait les conséquences, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mais le 1er octobre, j'ai dit, si on est sincère, l'histoire du Cameroun n'a rien à faire le 20 mai, qui est le 1er octobre 1961. C'est un avis, c'est le vôtre. Merci infiniment, docteur Apo John Ako. Je rappelle que vous êtes d'abord enseignant, mais davantage analyste des questions politiques. Et vous êtes venu aujourd'hui, ce soir, ce dimanche, pour, en cette veille de rentrée scolaire, essayer de jeter les bases dans la projection et voir à quoi pourrait ressembler l'année scolaire 2020-2021. Merci encore. Oui, c'est du honneur d'être avec vous et je souhaite être là toujours avec vous quand le besoin. On aura besoin de vous, évidemment. Madame, monsieur, merci. Bon dimanche et surtout aux plus jeunes, bonne rentrée scolaire. Bonsoir.